C'était il y a environ 23 ans, et je n'avais aucune idée de ce qu'était un dogman, et je ne croyais pas à quoi que ce soit de surnaturel à l'époque. J'étais complètement sceptique, encore plus sur des êtres comme des cryptides et autres créatures étranges. Je chassais le cochon sauvage dans l'une des zones les plus méridionales du marais de Great Death Mole. Il s'agit d'une zone située loin au sud du refuge faunique qui se termine dans le détroit d'Albemarle. J'avais mis mon bateau à l'eau chez un ami, à environ une demi-heure de bateau de l'endroit où j'étais entré dans le marais. C'était à la fin du mois de novembre, il faisait donc assez froid. Le ciel était très couvert et la nuit tombait vers 17 heures. Il était environ midi lorsque j'ai amarré le bateau et que j'en suis sorti. La première heure a été assez calme. Je me dirigeais vers l'intérieur des terres. Une section de cette partie du marais est praticable à marée basse. Il n'est que marécageuse avec des canaux plus profonds et des tourbières éparpillées, mais il n'y a pas de sentier ou de chemin balisé. Donc il faut vraiment faire attention où l'on va et avoir une boussole car on ne voit pas le soleil. Il fait assez sombre là-dedans, même par temps clair et ensoleillé. J'y suis retourné pendant environ 2 heures et j'ai cherché des signes de présence de cochons sauvages. Je pouvais dire que certains étaient passés par là à un moment donné, mais cela faisait un certain temps. Je suis allé un peu plus loin et j'ai commencé à sentir ce que je pensais être un sanglier. C'est la saison du rut et les cochons sauvages mâles ont une odeur très distincte. C'est une odeur musquée et un peu fermentée, mélangée à de la vieille crotte et de l'urine. C'est difficile à expliquer si vous ne l'avez jamais senti auparavant. Cette fois-ci, c'était différent. C'était musqué, mais plus comme un chien dehors qui est trempé. Je me suis arrêté pour regarder et écouter, et après environ 10 minutes, j'ai commencé à entendre un reniflement, une respiration qui allait et venait. Puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre des grognements. J'étais de plus en plus effrayé parce que ça ne ressemblait pas à un cochon sauvage et que ça avait l'air gros. Je me suis de nouveau arrêté, je me suis assis, j'ai attendu et j'ai regardé autour de moi. Là où je me trouvais, les broussailles étaient assez épaisses et je ne pouvais pas voir à plus de 6 mètres dans n'importe quelle direction. C'est alors que j'ai commencé à voir du mouvement. Il ne se déplaçait pas comme un porc, il marchait plutôt bas, accroupi, mais pas à 4 pattes, et je ne faisais que l'apercevoir avant qu'il ne s'arrête. Il se trouvait probablement à environ 12 mètres de moi. C'est à ce moment-là que ma peur s'est vraiment intensifiée. Je suis né dans le nord-est du Kentucky, et enfant, je passais la plupart de mon temps libre dans les bois, à camper, à faire du vélo tout-terrain, et j'ai toujours été à l'aise même dans les bois profonds. Alors quand j'ai déménagé en Caroline du Nord, je suis tombé amoureux du marais. C'est la première fois, je crois, que j'ai ressenti une peur réelle et concrète. J'avais un fusil de chasse Mossberg 590 rempli de cartouches de 3 pouces, mais pas de cartouches supplémentaires, ni de pistolet. Le 590 a aussi une patte de baïonnette, alors j'ai enlevé la baïonnette et je l'ai mise. J'ai commencé à reculer sans quitter des yeux l'endroit où je l'avais vu pour la dernière fois. Quelques minutes plus tard, je l'entends à nouveau, un peu plus loin sur ma gauche. Je suis probablement environ 800 mètres dans le marais, ce qui ne semble pas très loin, mais le terrain ne permet pas de se déplacer rapidement. Cela continue pendant environ 20 minutes supplémentaires, tout en revenant en arrière aussi vite que possible, et je continue à l'entendre et à apercevoir des mouvements, et l'odeur devient de plus en plus forte. Au bout d'un moment, je me rends compte que cette chose s'est interposée entre moi et le chemin que j'ai emprunté depuis mon bateau, et je commence à paniquer. J'essaie de m'éloigner et de me diriger dans la bonne direction, puis je le vois à nouveau, et il se tient debout. Il est sacrément grand, peut-être plus d'1,80 m. Il était encore dans les broussailles, et je n'ai pas pu distinguer les détails car il faisait très sombre derrière. Je voulais pleurer et m'enfuir, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Il ne semblait pas vouloir aller dans l'eau, alors j'ai commencé à patauger dans le canal, en direction de mon bateau. J'ai commencé à mettre de la distance entre lui et moi, alors je suis retourné sur la terre ferme pour avancer un peu plus vite, mais je peux toujours l'entendre renifler et grogner et se déplacer dans les broussailles, mais il n'est plus tout près.
J'ai regagné mon bateau. J'étais trempé et gelé, mais je remercie Dieu d'avoir réussi à sortir de là, juste à temps, car le brouillard commençait à tomber. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je suis retourné chez mon ami Nate pour lui raconter ce qui s'était passé, et je peux dire qu'il savait quelque chose quand je lui ai dit où j'étais allé. Il me fait entrer et me donne du café chaud avec un grand verre de bourbon. Quand je me suis calmé, il m'a emmené dans l'autre maison à l'arrière de sa propriété, là où vit son grand-père. J'avais déjà rencontré son grand-père, mais il avait toujours été assez distant avec moi. J'ai appris plus tard qu'il souffrait d'un très grave syndrome de stress post-traumatique dû à la Corée et à la guerre. Mon ami et sa famille vivaient dans cette région depuis la fin de la guerre de sécession. Je pense que son arrière-grand-père avait été esclave dans le coin. Ce que je veux dire, c'est que sa famille avait une histoire dans cette région et qu'elle connaissait l'endroit bien mieux que moi. Après que j'ai raconté à son grand-père ce qui s'était passé, il s'est levé, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « N'y retourne pas. Tu as de la chance de t'en être sorti. C'est là que vivent les grands chiens. » Je suis parti. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi pendant environ 18 heures. J'ai essayé d'oublier cette expérience et j'ai commencé à croire que je ne voyais que de la merde et j'ai paniqué. J'ai fini par oublier tout ça jusqu'à ce que, il y a quelques années, une vidéo de rencontre avec des dogman apparaisse dans mon fil d'actualité sur YouTube. J'étais curieux de savoir ce qu'était un dogman, alors j'ai commencé à l'écouter et toute cette expérience m'est revenue à l'esprit. C'était très similaire à ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à faire des recherches et il y a eu d'autres observations et rencontres dans l'est de la Caroline du Nord. Voilà mon histoire. J'ai 44 ans et je vis toujours sur la côte de la Caroline du Nord et je ne suis jamais retourné dans cette région. Je chasse toujours et j'aime la nature et les marais, mais je ne vais plus trop loin. Je sais que dans le passé, j'ai mentionné une rencontre avec ce que je pense avoir été un dogman, mais je n'ai pas raconté l'histoire complète. Il a fallu que je trouve le temps, et il a fallu beaucoup de temps pour que le traumatisme se dissipe et que cette période de ma vie puisse être examinée d'un point de vue plus objectif. Alors voici mon histoire. Cette expérience a eu lieu lorsque j'avais 10 ans. À l'époque, seule ma mère s'occupait de moi. Nous avons vécu avec mon arrière-grand-mère en Pennsylvanie pendant la majeure partie de mon enfance. Ma mère s'était liée d'amitié avec une femme qui possédait une grande propriété au bord du lac Michigan, dans le Wisconsin. Elle nous a proposé de vivre dans une petite cabane sur la propriété qu'elle possédait en échange de travaux dans son magasin d'art. Nous avons donc pris l'avion vers 2007. Ce qui m'aide à me souvenir de cette année, c'est que l'année suivante, après notre retour, Obama a été élu président. Cette propriété était située dans une zone relativement isolée. Il y avait d'autres personnes qui vivaient dans la région, mais depuis la route principale, il fallait tourner sur un chemin de gravier qui menait à une zone fortement boisée, rouler pendant 1 minute ou 2, puis se retrouver sur la propriété. Sur cette propriété, il y avait un petit étang profond, une remise, la maison de la femme, qui était décente, pas très haut de gamme, mais mieux que notre cabane. Et derrière la maison, il y avait une falaise qui surplombait la rive du lac Michigan. Dès que l'on pénètre dans la propriété, on est entouré de bois. Avec le recul, on dirait que je suis en train de décrire le décor d'un film d'horreur. Lorsque nous sommes arrivés là, je crois que nous étions au milieu ou à la fin de l'été, peut-être au début de l'automne. Un détail étrange était la présence d'un gros poisson rouge mort qui gisait sur le sol. Je l'ai trouvé entre le petit étang profond et le hangar. Il n'était pas du tout à sa place. C'était un gros poisson qui ne pouvait pas provenir de ce petit étang. J'ai essayé de chercher sur Google quel type de gros poissons rouges vivent dans le lac Michigan, mais rien de ce que j'ai trouvé ne ressemble aux poissons que j'ai vus. La chose la plus proche à laquelle je pouvais le comparer était un vivano rouge. Maintenant que je regarde, il y ressemble beaucoup.
une partie de mon esprit essaie de rationaliser la situation en se disant « Peut-être qu'un membre de la famille de cette femme l'a achetée, ne l'a pas aimée et l'a jetée. Mais pourquoi ?» Quoi qu'il en soit, ce n'était que la première des nombreuses choses étranges qui se sont produites. Honnêtement, je ne me souviens pas de beaucoup d'autres détails de la vie normale de mon séjour dans le Wisconsin, puisque nous y sommes restés à peine 1 an. Mais quand l'hiver est arrivé, c'est là que je me souviens que les choses ont commencé à devenir un peu étranges. Dans la neige autour de la cabane, il y avait ces étranges et énormes empreintes de pas. Je me souviens qu'elles étaient rondes et je les ai comparées à des pattes d'éléphant, mais je ne pense pas qu'elles étaient si rondes que ça. Ma mère les a considérées comme des empreintes d'ours, puisque c'était la seule explication rationnelle que nous pouvions trouver, mais je ne me souviens pas qu'elles aient eu la forme de celle d'un ours. Il y avait aussi d'autres empreintes de neige étranges. L'une d'entre elles donnait l'impression que quelqu'un avait chaussé une paire de skis de neige et avait marché un peu. Ce qui est étrange, c'est qu'au bout d'un moment, elles se sont arrêtées. Ma mère a été très étonnée par ces empreintes. C'était comme si ceux qui marchaient là s'étaient envolés ou avaient disparu ou quelque chose comme ça. J'ai envisagé que quelqu'un dans les environs ait pu marcher avec des skis à neige, mais c'était une forêt dense et assez plate. Ma mère a dit qu'elle avait entendu à la radio qu'un wallaby s'était échappé de captivité. Alors nous avons supposé que c'était peut-être ça. Passons maintenant à la partie merdique, avance rapide de quelques mois. C'était au milieu de l'hiver, il faisait un froid glacial dehors. Nous parlons de température inférieure à 0. Je pense que c'était encore pire parce que nous étions si près du lac. Cette rencontre a eu lieu tard dans la nuit. Notre chalet n'avait qu'un étage et un grenier où je dormais. Je ne me souviens pas de tous les détails de ce qui s'est passé, mais tout semblait normal jusqu'à ce que je sois réveillée par ma mère complètement paniquée au milieu de la nuit. Elle m'a ordonné de rester dans le grenier et de ne pas descendre. J'étais confuse et effrayée car je ne l'avais jamais vue agir de la sorte et elle ne voulait pas me dire ce qui se passait. Elle m'a demandé de monter l'échelle pour que, au cas où quelque chose entrerait, ce soit plus difficile de m'atteindre. Pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, je suis restée dans le grenier à regarder ma mère à la fenêtre, un couteau dans une main et un téléphone dans l'autre, effrayée jusqu'à l'arrivée de la police. Lorsqu'ils sont arrivés, elle leur a dit qu'elle avait entendu des coups sur le côté de notre chalet, ce qui n'avait aucun sens pour moi à l'époque, car je n'avais rien entendu de tel. Nous avons quitté l'endroit ce soir-là et avons trouvé un motel qui était sur le point de fermer jusqu'à ce que nous arrivions. Je me souviens de l'aspect de cette chambre. Ce fut sans aucun doute la nuit la plus traumatisante de ma vie. Je pensais que nous allions mourir parce que quelque chose nous poursuivait et je suis presque sûre que ma mère aussi. Nous venions d'emménager dans ce chalet du Wisconsin et nous n'y étions pas encore depuis 1 an. L'incident a été si terrifiant que ma mère a immédiatement réservé un vol pour retourner en Pennsylvanie où nous vivions à l'origine, mais notre vol a été retardé. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, il y avait cette famille grossière avec une fille qui se moquait de moi pour une raison quelconque, me montrant du doigt. Nous étions malheureusement assises l'une à côté de l'autre pendant le vol et elle a commencé à m'embêter. C'était un vol gênant avec beaucoup de tension, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Je me souviens également d'avoir proféré des jurons à leur encontre à la sortie de l'aéroport. Ce n'était pas dans mes habitudes, mais bon sang, j'étais hors de moi. Comme nous étions et sommes toujours très pauvres, nous avons vécu avec mon arrière-grand-mère pendant la plus grande partie de mon enfance, sans jamais vraiment posséder de maison ou de propriété. Ainsi, lorsque nous avons quitté le Wisconsin, il nous a fallu revenir. Les choses ont semblé être normales pendant un certain temps et quelques mois s'étaient écoulés depuis cet incident. Puis, pour une raison inconnue, ma mère a commencé à se comporter de manière extrêmement névrotique. Cela me stressait vraiment lorsqu'elle agissait de la sorte. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle faisait, mais c'était suffisant pour stresser un jeune enfant. Cette folie a duré environ 1 semaine. Un de ces soirs, nous étions dans la cuisine. Ma mère préparait quelque chose à manger et j'étais assise à la table, regardant par la fenêtre de la cuisine. La maison dans laquelle nous vivions était située sur une grande pente qui surplombait la ville et je regardais les lumières de la ville. Juste à l'extérieur de la maison, près de cette fenêtre, il y avait un grand chêne qui était proche de notre maison et dont les branches se trouvaient au-dessus de la fenêtre, à une distance d'environ 5 à 10 mètres. Il faisait sombre et on ne voyait rien d'autre que les lumières lointaines.
Alors que j'étais assise là, à regarder les lumières de la ville, quelque chose de rouge est apparu dans le coin périphérique de mon œil. Je pensais qu'il s'agissait d'une autre lumière de la ville, alors ma vision s'est lentement déplacée jusqu'à ce que je la regarde directement. Un œil singulier et brillant. Je suis resté assis à rêvasser un peu, sans vraiment comprendre ce que je voyais. Puis il a cligné des yeux. Je me souviens d'avoir reculé de la table en disant « Oh non, s'il vous plaît, non !» et d'avoir dit à ma mère qu'il y avait quelque chose à l'extérieur de la fenêtre. Honnêtement, cette nuit a peut-être été pire que la première. Non, en fait, je pense que c'est parce que je l'ai vu. Nous sommes montés dans la chambre et nous sommes restés assises là, sans savoir quoi faire. Ma mère a repris son comportement maniaque et est restée à prier près de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Elle le faisait encore quand je me suis réveillée, puis nous sommes montés dans sa camionnette et nous sommes partis. Ce qui s'est passé ensuite a été très stressant. Le lendemain ou le surlendemain, ma mère nous conduisait sans but dans sa camionnette. Elle n'avait pas de direction ou de destination, elle conduisait juste comme une folle. Nous nous arrêtions parfois chez notre grand-mère dans la journée, mais nous n'y passions pas la nuit. À un moment donné, un matelas était apporté à l'arrière de sa camionnette pour que je puisse y dormir. Je pense que nous sommes restés dans un parking éclairé la nuit où je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, elle était toujours en train de rouler. J'ai détesté, j'ai supplié de nous laisser rentrer à la maison, même si j'avais peur d'y retourner. Après beaucoup de coercition et de persuasion, j'ai fini par la convaincre de retourner chez notre grand-mère pour que je puisse dormir dans un lit confortable. Je n'étais encore qu'une enfant et j'en avais vraiment marre de ces conneries. Elle était tellement paranoïaque et paniquée que lorsque nous sommes revenus, elle ne m'a pas laissé manger la nourriture qu'elle avait préparée auparavant, même si elle était parfaitement bonne. J'avais faim et aujourd'hui encore je déteste qu'on gaspille de la nourriture. J'avais une collection d'animaux en peluche qui comptait beaucoup pour moi. En guise de souvenir, elle les a tous mis dans un sac poubelle noir. Je les ai retrouvés, mais elle ne voulait toujours pas me les laisser. Je pense qu'elle les a brûlés parce qu'elle brûlait un tas d'autres choses à cause de son état mental maniaque incontrôlable. Mon Dieu, je détestais qu'elle fasse ça. Elle a fini par mettre de nombreuses statues de croix et des images de Jésus dans toute la maison, ainsi qu'à l'extérieur, sur le porche, sur le chêne. Une autre chose étrange s'est produite pendant qu'elle brûlait des objets. Ma grand-mère a donné à ma mère un vieux livre qui ressemblait à une Bible. Ce n'était pas n'importe quelle Bible. Elle avait une couverture en cuir dur avec une sorte de gravure sur la couverture. Cette Bible était rédigée dans une langue que je ne connaissais pas, mais elle utilisait les caractères de l'alphabet anglais. Elle comportait de vieilles images en noir et blanc, de style médiéval, mais je ne me souviens pas de ce qu'elles représentaient. Il s'agissait probablement d'un art médiéval inquiétant. Ma mère l'a brûlé. Pendant longtemps, je me suis demandé ce qu'était ce livre, ce qu'il représentait pour ma grand-mère, s'il s'agissait vraiment d'un objet maudit et maléfique qu'il fallait détruire. Nous avons fini par trouver un endroit où loger chez une amie de ma mère dans son sous-sol. Nous y sommes restés une semaine ou deux, puis nous avons fini par nous rendre dans un refuge pour femmes maltraitées. Tout s'est arrangé puisque nous avons reçu de l'aide par la suite et avons trouvé un endroit dans l'Ohio où nous pouvions vivre. Cet incident est devenu une chose que nous avons pu laisser dans le passé et surmonter. Il nous arrive de temps en temps de l'évoquer et d'en parler depuis. Au début, c'était difficile parce qu'elle ne voulait pas en parler du tout, mais plus tard, nous avons pu en discuter et je l'ai amenée à me dire ce qu'elle avait vu à l'extérieur de notre cabane dans le Wisconsin. Elle m'a montré comment la chose se déplaçait, pas de façon erratique mais en gardant ses distances. Derrière notre cabane, il y avait une zone très boisée. Cette chose se trouvait à plusieurs mètres de notre chalet, dans cette zone boisée. Maman a montré physiquement comment elle se rapprochait en quelque sorte du chalet. Les deux yeux rouges ne se sont jamais assez rapprochés, ou du moins suffisamment pour qu'elle puisse le décrire avec précision, mais d'après elle, il était très grand et semblait avoir un visage canin. Elle avait appelé la police et dit qu'elle avait entendu des coups sur le côté de notre chalet parce qu'elle savait que c'était plus crédible que si elle décrivait ce qu'elle voyait. Elle avait un couteau pendant tout le temps qui a précédé l'arrivée des flics. Dès que la voiture de police est arrivée, elle a dit que cette créature a regardé les phares de la police, a fait demi-tour et s'est enfuie en courant près d'une grange délabrée plus loin dans la forêt. Au début, elle a pensé que quelqu'un avec des lunettes rouges nous traquait ou qu'il s'agissait d'une farce. Cependant, cet argument ne tient pas vraiment car lors de notre première rencontre dans le Wisconsin, c'était tard dans la nuit en hiver
Il faisait extrêmement froid là où nous vivions, d'autant plus que nous habitions juste à côté d'un grand lac. Je ne pense pas que quelqu'un aurait été là pour nous faire une farce de ce genre ou essayer de nous espionner à travers une petite fenêtre de notre chalet. C'est ici qu'apparaît une étrange petite anomalie. Quelque temps après la première rencontre de cette chose dans le Wisconsin, nous avons à nouveau rencontré un être aux yeux rougeoyants juste à l'extérieur de la maison de notre grand-mère, où nous avions vécu pendant de nombreuses années, en toute sécurité et sans incident paranormal. Cela me laisse penser qu'il s'agissait peut-être de la même entité lors des 2 rencontres. Mais comment a-t-elle pu parcourir une telle distance? Pourquoi a-t-elle traversé plusieurs centaines de kilomètres juste pour nous harceler? Ce n'est pas logique. Un tel exploit me fait croire que ce que nous avons rencontré n'était pas un être physique normal, lié par les lois de la physique, et que parcourir de telles distances n'aurait pas été un problème pour lui. Il y a aussi la question de savoir ce que c'était vraiment. Pendant de nombreuses années, la seule explication que j'ai trouvée est qu'il s'agissait d'un véritable démon. Depuis cet incident, il m'est revenu à l'esprit de temps en temps. Parfois, il m'arrivait de cliquer sur le côté paranormal de YouTube, où l'on parle de cryptides et d'événements et phénomènes surnaturels. Cela a éveillé ma curiosité et j'ai commencé à faire des recherches en ligne, en comparant les rencontres et les descriptions d'autres personnes avec les miennes. Depuis, j'ai lu, entendu et écouté les récits d'autres personnes ayant rencontré des êtres aux yeux rougeoyants. Il semble que ce soit un phénomène courant lors de ces rencontres. Il y a quelques observations de Bigfoot dont certains auraient les yeux rouges. Le Mothman et le monstre de Flatwoods, où tous 2 étaient décrits comme ayant des yeux rouges. J'ai lu 1 ou 2 récits de rencontres avec des extraterrestres dont les yeux étaient rouges, et apparemment les Dogman sont souvent décrits comme ayant des yeux rouges, mais pas tous. Je faisais des allers-retours dans mon esprit pour essayer de déterminer quel cryptide cela pouvait être. Je n'ai pas vu le corps en entier, Dieu merci. Si j'avais vu un putain de loup-garou géant avec des yeux meurtriers dans un arbre à l'extérieur, mon âme aurait sauté hors de mon corps. J'ai entendu beaucoup d'autres personnes, sur un podcast, les décrire avec des yeux rouges. Il y a eu un épisode en particulier qui m'a rappelé ma propre rencontre, sauf que la personne pouvait voir le corps entier. Il a dit qu'il était aussi dans un arbre. Ensuite, il y a eu l'emplacement. Je pense que l'endroit où je vivais n'était pas très éloigné de Bray Road, où la fameuse bête a été signalée. Celle-ci avait des yeux rouges. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'autres éléments de comparaison. Mais si quelque chose devait vivre dans cette forêt, marcher dans les vents antarctiques et la neige épaisse sans problème, ce serait probablement l'une de ces bêtes.